Le cristal teintait contre le cristal dans le salon des Martinez. L'odeur du sapin de Noël se mêlait aux effluves du canard laqué que Maria avait préparé avec soin. 24 décembre, 19h. Léa ajustait sa robe noire élégante devant le miroir de l'entrée, ignorant encore que ce serait la dernière fois qu'elle franchirait le seuil de cette maison en tant que fille bienvenue. Les voix résonnaient déjà dans le salon, oncle Miguel racontait ses exploits professionnels, tante Carmen complimentait la décoration, les cousins s'exclamaient devant les cadeaux sous le sapin. Une ambiance chaleureuse que Léa connaissait depuis l'enfance, où chaque Noël rassemblait la famille élargie dans une joyeuse cacophonie hispano-française. Victor fit son entrée, rayonnant, tenant la main d'une jeune femme blonde aux traits délicats. Camille Rousseau portait un tailleur Chanel crème qui coûtait probablement le salaire mensuel de Léa. Ses bijoux étincelaient sous les lumières du lustre, et son sourire parfait révélait une dentition impeccable. Elle incarnait tout ce que Roberto Martinez admirait, la réussite sociale visible, l'élégance bourgeoise, l'assurance née du privilège. « Famille, je vous présente Camille », annonça Victor d'une voix vibrante de fierté. Elle termine son master en finance à HEC et son père dirige une société d'investissement. Les exclamations fusèrent. Roberto se leva immédiatement, abandonnant son fauteuil habituel pour serrer chaleureusement la main de la jeune femme. Ses yeux brillaient d'une satisfaction que Léa n'y avait jamais vue lorsqu'il la regardait. « Enfin quelqu'un de bien dans cette famille », s'exclama-t-il en espagnol, avant de reprendre en français, « Camille, vous nous faites un honneur immense. » Maria s'empressa autour de l'invité, lui proposant les meilleurs canapés, le champagne le plus fin. L'attention de toute la famille convergeait vers ce couple parfait, laissant Léa en périphérie, spectatrice de sa propre exclusion progressive. Puis Roberto frappa son verre avec son couteau, réclamant le silence. Son regard se posa sur Léa avec une froideur qui la glaça. « Léa, j'ai besoin de te parler. » Il l'entraîna dans la cuisine, loin des regards et des oreilles indiscrètes. Le contraste était saisissant, d'un côté, le salon baigné de lumière dorée et de rire, de l'autre, la cuisine au néon blafard où se jouait le drame. « Tu ne participeras pas au réveillon ce soir. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Léa sentit son estomac se nouer. « Papa, qu'est-ce que tu dis ? Ton frère présente enfin une femme digne de notre famille. Une femme qui a de l'avenir, de l'éducation, de la classe. Toi ?» Il la toisa avec mépris. « Toi, à 28 ans, tu vis encore chez tes parents, tu enchaînes les petits boulots, tu n'as même pas de copain sérieux. Tu es un échec, Léa. Et je ne veux pas que tu gâches cette soirée importante pour Victor. » Chaque mot était un coup de poignard. Léa avait toujours su qu'elle n'était pas la préférée, mais cette cruauté dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. « J'ai travaillé dur pour mes études, j'ai un diplôme. Qui ne sert à rien visiblement. Regarde Camille, elle rayonne, elle a de l'ambition, de la prestance. Elle fera quelque chose de sa vie. Pas comme toi. » Le silence s'étira, lourd de non-dits et de blessures anciennes. Dans le salon, les rires résonnaient, insouciants. Léa réalisa avec amertume que personne ne remarquerait même son absence. Elle remonta dans sa chambre, les jambes tremblantes. Par la fenêtre, elle voyait les lumières de Paris scintiller dans la nuit claire. Les familles se réunissaient partout, partageaient l'amour et la chaleur. Elle était rejetée de la sienne comme un déchet encombrant. Méthodiquement, elle rassembla ses affaires essentielles dans un sac de voyage. Quelques vêtements, ses documents, le peu d'argent qu'elle avait économisé, et la photo de sa grand-mère Esperanza qui lui avait toujours dit « Mija, tu vaux plus que ce qu'il voit. » En bas, l'euphorie atteignait son comble. Elle entendait Roberto porter un toast aux futures réussites de Victor et Camille, tandis que sa propre existence était effacée de cette soirée comme si elle n'avait jamais existé. Léa descendit silencieusement, évitant le salon. Dans l'entrée, elle enfila son manteau et prit ses clés. Au moment de partir, elle se retourna une dernière fois vers cette maison qui avait été la sienne pendant 28 ans. La neige commençait à tomber sur Paris, transformant la ville en un tableau impressionniste. Chaque flocon qui se posait sur son visage emportait une larme, chaque pas dans la poudreuse l'éloignait définitivement de son ancienne vie. En marchant dans les rues désertes, Léa sentit quelque chose naître en elle. Ce n'était plus de la tristesse, mais une détermination froide et implacable.
Son père voulait de la réussite? Il allait en avoir. Mais quand elle reviendrait dans leur vie, ce serait pour leur montrer de quoi elle était vraiment capable. Cette nuit de Noël marquait la mort de Léa, la fille soumise. Celle qui renaîtrait de ses cendres leur ferait regretter amèrement cette exclusion. Les cloches de Notre-Dame sonnaient minuit quand elle disparut dans la nuit parisienne, emportant avec elle un serment silencieux qui changerait le destin de toute sa famille. Mars transformait Paris en une symphonie de bourgeons timides et de promesses printanières. Dans le studio exigu du 19e arrondissement, Léa se réveillait chaque matin à 5 heures précises, non par choix mais par nécessité. Les murs humides et les canalisations grinçantes de l'immeuble vétuste lui rappelaient quotidiennement la chute vertigineuse de son existence. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de Noël. 3 mois à enchaîner les emplois précaires, serveuse dans un café de Belleville, téléopératrice pour une société de sondage, distributrice de prospectus dans le froid glacial de janvier. Chaque euro économisé était une petite victoire arrachée à l'adversité. Ses mains, autrefois soignées, portaient maintenant les stigmates du labeur, crevasses, coupures, ongles cassés. Mais ses yeux avaient gagné quelque chose que les privilégiés ne possédaient jamais, une détermination d'acier forgée dans la nécessité absolue. Le matin du 15 mars, une enveloppe élégante glissa sous sa porte. Papier ivoire, logo embossé, Beaumont Stratégie Internationale. Son cœur s'emballa. Parmi les dizaines de candidatures envoyées, celle-ci avait retenu l'attention. Rendez-vous fixé pour le lendemain, 14 h, avenue Montaigne. Léa dépensa ses dernières économies dans une tenue présentable, tailleur gris anthracite d'occasion, escarpins cirés jusqu'à briller comme des miroirs. Elle était prête à jouer sa vie sur cette carte. L'immeuble haussmannien de l'avenue Montaigne contrastait violemment avec son quotidien. Marbre, dorure, ascenseur silencieux au bouton de nacre. Au 8e étage, une réceptionniste l'accueillit avec un sourire professionnel et la dirigea vers un bureau aux baies vitrées donnant sur les Champs-Élysées. Maxime Beaumont se leva pour l'accueillir. 35 ans, costume sombre impeccablement coupé, regard perçant d'un bleu acier. Mais ce qui frappa Léa, ce ne fut pas son élégance naturelle, c'est la cicatrice fine qui barrait sa tempe gauche. Une marque discrète qui trahissait un passé moins lisse que son apparence ne le laissait supposer. Mademoiselle Martinez, votre parcours m'intrigue. Il avait étudié son dossier avec une attention qui dépassait la simple courtoisie professionnelle. Diplôme d'HC avec mention, mémoire remarquée sur les stratégies de redressement d'entreprises en difficulté, mais aussi ces 3 derniers mois de silence qui criaient une histoire personnelle douloureuse. Parlez-moi de cette période récente. Pourquoi une diplômée de votre calibre distribue-t-elle des prospectus? La question était directe, sans faux semblant. Léa choisit la vérité, ou du moins une version édulcorée qui préservait sa dignité tout en révélant sa détermination. J'ai traversé une période difficile sur le plan familial. Mais chaque jour de ces 3 mois m'a appris la valeur réelle du travail et renforcé ma motivation à réussir professionnellement. Maxime hocha la tête, semblant reconnaître quelque chose de familier dans cette réponse. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains dans le dos. Savez-vous ce que fait réellement ma société, mademoiselle Martinez? Conseil en stratégie d'entreprise, d'après vos documents. Un sourire énigmatique étira ses lèvres. C'est la version officielle. En réalité, je rachète des entreprises en difficulté, je les restructure, et je les revends avec des bénéfices substantiels. Parfois, je garde les plus prometteuses. J'ai actuellement dans le viseur une société de ressources humaines, Delacroix et Associés. 50 employés, carnet de commandes correct, mais une gestion défaillante. Léa sentit son pouce accélérer. Pourquoi lui révélait-il ces informations confidentielles? Le rachat se finalisera dans 6 mois. J'aurai besoin de quelqu'un de compétent pour superviser la transition, quelqu'un qui comprend la valeur de chaque opportunité parce qu'elle a appris à se battre pour survivre. Il se retourna vers elle, et dans son regard, elle perçut une complicité inattendue. Je vous propose un poste de consultante senior, avec évolution rapide si vos performances le justifient. Salaire, 4 000 € net mensuels, plus prime de résultat. Le chiffre lui coupa le souffle. C'était 10 fois ses revenus actuels, le prix de sa liberté et de sa dignité retrouvée. Pourquoi moi? Parce que la fin de réussir ne s'apprend pas dans les écoles de commerce.
Elle se forge dans l'adversité. Et vous, mademoiselle Martinez, vous avez cette faim. En sortant de l'immeuble, Léa marchait différemment. Ses pas résonnaient avec une assurance nouvelle sur les pavés de l'avenue Montaigne. Les passants ne voyaient plus une jeune femme en difficulté, mais une professionnelle déterminée qui venait de saisir sa chance. Ce soir-là, dans son studio, elle regarda par la petite fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. Quelque part dans cette ville, sa famille continuait sa vie sans elle, probablement sans même penser à elle. Roberto devait savourer sa tranquillité retrouvée, Victor profitait des compliments sur sa fiancée parfaite. Ils ignoraient tous qu'à cet instant précis, leur destin basculait. Car Maxime Beaumont venait de lui révéler, en fin d'entretien, un détail qui avait fait battre son cœur plus fort. Delacroix et Associés avaient récemment reçu plusieurs candidatures, dont une qui avait particulièrement retenu l'attention du département RH. Une candidature signée Victor Martinez. Le sourire qui illumina le visage de Léa dans la pénombre de son studio aurait glacé le sang de sa famille. La roue de la fortune commençait enfin à tourner, et cette fois, c'est elle qui en contrôlait la vitesse. Septembre doré baignait Paris d'une lumière automnale quand Léa franchit pour la première fois les portes de Delacroix et Associés en tant que directrice générale. 6 mois exactement s'étaient écoulés depuis ce fameux entretien avenue Montaigne. 6 mois d'une ascension fulgurante qui avait stupéfié même Maxime. Son bureau du 16e étage dominait maintenant la Seine et les toits haussmanniens. Un tableau impressionnant pour une femme qui, 9 mois plus tôt, dormait dans un studio humide aux murs lépreux. Mais cette transformation physique n'était rien comparée à sa métamorphose intérieure. Léa avait développé une acuité redoutable pour détecter les failles, les opportunités, les non-dits qui échappaient aux autres. Sa capacité d'analyse, aiguisée par des mois de survie, lui permettait de décortiquer les situations les plus complexes en quelques minutes. Les clients de Beaumont Stratégie l'avaient rapidement surnommé « la louve » pour sa manière de flairer les problèmes avant même qu'ils n'éclatent au grand jour. Le rachat de Delacroix s'était déroulé comme prévu. L'ancienne direction, engluée dans des procédures obsolètes et des conflits d'ego, avait cédé sans résistance. Maxime avait orchestré l'opération avec la précision d'un chef d'orchestre, mais c'est Léa qui avait mené la transition. Sa nomination au poste de directrice générale avait créé des remous, une femme de 29 ans à la tête d'une société de cette envergure, mais ses résultats avaient rapidement fait taire les sceptiques. Ce qui troublait Léa, c'était l'évolution de sa relation avec Maxime. Leur dîner de travail s'étendait désormais tard dans la nuit, leur conversation dérivant de la stratégie d'entreprise vers des confidences plus personnelles. Elle avait appris que sa cicatrice provenait d'un accident de voiture à 18 ans, le jour où ses parents l'avaient déshéritée pour avoir refusé d'épouser la fille d'un associé familial. Nous sommes des écorchés qui avons appris à transformer nos blessures en armure, lui avait-il murmuré un soir, leur visage dangereusement proche au-dessus des dossiers éparpillés. Cette complicité née de leur souffrance commune créait entre eux une tension électrique. Chaque frôlement accidentel, chaque regard soutenu alimentait un désir qu'il n'osait encore nommer. Léa savait qu'elle était en train de tomber amoureuse de cet homme qui lui avait redonné sa dignité, mais elle refusait de mélanger sentiments et ambition professionnelle. Un matin d'octobre, Maxime entra dans son bureau avec une expression particulière, mélange d'amusement et de gravité. « J'ai quelque chose qui va t'intéresser. » Il posa sur son bureau une candidature. Le nom la figea, Victor Martinez, 24 ans, diplômé d'école de commerce, recherche un poste de chargé de clientèle. La photo jointe montrait son frère souriant, confiant, inconscient du piège qui se refermait sur lui. Il a postulé il y a 2 semaines. Son dossier est correct, sans plus. Expérience limitée, recommandation moyenne. En temps normal, nous l'aurions refusé. Léa sentit son cœur battre plus fort. Le moment qu'elle attendait depuis des mois arrivait enfin. Mais je pense que tu as des choses à régler avec ta famille. L'entretien est programmé pour demain, 14 heures. Salle de réunion principale. Cette nuit-là, Léa ne dormit pas. Elle arpenta son appartement, un spacieux 3 pièces dans le 7e arrondissement qu'elle avait acheté cash, en imaginant la scène. Victor, arrogant et sûr de lui, pénétrant dans cette salle de réunion en s'attendant à un entretien de routine. Et elle, surgissant comme un fantôme de son passé pour lui révéler l'ampleur de sa réussite. Elle choisit minutieusement sa tenue, tailleur noir Armani, escarpin Louboutin,
Bijoux discrets mais coûteux. Chaque détail devait hurler sa réussite sans ostentation vulgaire. Elle voulait que Victor comprenne instantanément qu'elle n'était plus la sœur ratée qu'on avait humiliée un soir de Noël. Le lendemain, elle observa depuis son bureau l'arrivée de Victor. Il portait un costume bon marché mais bien coupé, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et son sourire charmeur était déjà en place. Il discutait avec animation avec Camille au téléphone, probablement pour la rassurer sur l'issue de cet entretien qu'il considérait comme une formalité. À 14 heures précises, Léa pénétra dans la salle de réunion. Victor, assis face à la porte, leva les yeux de son téléphone. Son visage se décomposa progressivement, passant de la surprise à l'incrédulité, puis à une pâleur mortelle. « Bonjour Victor. J'espère que papa et maman vont bien. » Sa voix était parfaitement maîtrisée, neutre et professionnelle. Victor ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient légèrement, et une sueur fine perlait sur son front. « Tu travailles ici ?» ?»« En quelque sorte. Je dirige cette entreprise. » Elle s'assit en face de lui, croisa les jambes avec élégance, et ouvrit son dossier de candidature. Le silence s'étira, lourd de sous-entendus et de révélations non digérées. « Alors, Victor, parle-moi de tes ambitions professionnelles. » Dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi parisienne, la roue du destin achevait son tour complet. La fille rejetée était devenue juge de son bourreau, et cette inversion des rôles avait un goût de victoire plus doux que tout ce qu'elle avait imaginé. Le silence dans la salle de réunion était assourdissant. Victor fixait sa sœur comme s'il venait de voir un fantôme surgir de son passé pour le hanter. Ses certitudes s'effritaient une à une, tel un château de cartes balayé par un vent violent. La femme élégante et sûre d'elle qui lui faisait face n'avait plus rien de la sœur effacée qu'il avait méprisée. Léa savoura chaque seconde de ce bouleversement. Elle avait imaginé cette scène 1000 fois, mais la réalité dépassait ses espérances. Victor, habituellement si volubile et charmeur, était réduit au silence, le teint livide, les mains moites serrant convulsivement son CV désormais dérisoire. « Je vois que tu es surpris, dit-elle en feuilletant tranquillement son dossier. Permets-moi de me présenter officiellement, Léa Martinez, directrice générale de Delacroix et Associés, diplômée HEC avec mention très bien, spécialiste en restructuration d'entreprise. » Chaque mot était une gifle méthodiquement administrée. Victor déglutit péniblement, cherchant ses mots comme un naufragé s'accroche à une bouée. Léa, comment, personne ne savait que j'existais encore? C'est vrai que depuis cette mémorable soirée de Noël, la famille a préféré m'oublier. Papa devait être soulagé de ne plus avoir son échec personnel sous les yeux. L'ironie dans sa voix était tranchante comme une lame. Victor tenta de reprendre contenance, passant la main dans ses cheveux dans un geste nerveux qu'elle reconnaissait depuis l'enfance. Écoute, cette histoire, c'était un malentendu. Papa était nerveux à cause de Camille, il ne pensait pas ce qu'il disait. Léa eut un rire cristallin, dépourvu de toute chaleur. Un malentendu? Intéressant. Donc, quand il m'a dit que j'étais un échec qui gâcherait votre soirée parfaite, c'était de la nervosité? Victor se tassa sur sa chaise, réalisant que chaque tentative d'excuse ne faisait qu'enfoncer le couteau dans la plaie. Léa se leva et fit quelques pas vers la baie vitrée, observant Paris s'étendre à ses pieds. De cette hauteur, les passants ressemblaient à des fourmis insignifiantes. Tu sais ce qui est fascinant, Victor? Durant ces 10 mois, j'ai souvent pensé à vous. Je me demandais si papa était fier de son fils prodige, si Camille t'apportait toujours autant de bonheur, si maman se demandait parfois ce que devenait sa fille aînée. Elle se retourna vers lui, et Victor fut frappé par la transformation de son regard. Celui de la petite sœur blessée avait disparu, remplacé par celui d'une femme de pouvoir qui avait appris à maîtriser ses émotions. Mais j'imagine que vous étiez trop occupé à savourer votre bonheur familial retrouvé pour perdre du temps avec de telles pensées. Victor sentit la culpabilité l'étreindre. Il repensait à tous ces dimanches en famille où l'absence de Léa était devenue si naturelle qu'ils avaient fini par ne plus la remarquer. Roberto rayonnait en parlant des projets de Victor et Camille, Maria préparait les plats préférés de son fils cadet, et personne ne mentionnait jamais celle qui manquait à table. Pour en revenir à ta candidature, reprit Léa en reprenant sa place, ton profil, comment dire, décevant. Elle ouvrit le dossier et en examina le contenu avec une moue critique.
expérience professionnelle limitée, recommandations tièdes, compétences techniques moyennes. En temps normal, nous ne donnerions même pas suite à une telle candidature. L'humiliation était méthodique, calculée. Chaque phrase était soigneusement pesée pour faire écho aux blessures qu'elle avait subies. Victor comprenait enfin ce qu'elle avait ressenti ce soir de décembre, cette sensation d'être jugée, pesée et trouvée insuffisant. Cependant, continua-t-elle en refermant le dossier, je ne suis pas dénuée de sens familial. Je vais te faire une proposition exceptionnelle. Un éclair d'espoir traversa le regard de Victor. Peut-être que sa sœur, malgré tout, gardait encore un peu de tendresse pour lui. Je t'offre un stage de 6 mois, non rémunéré, au service courrier. Tu commenceras par trier le courrier, distribuer les documents, faire les photocopies. Si tes performances sont satisfaisantes, nous envisagerons une évolution. Le coup de grâce fut asséné avec un sourire d'une politesse glaciale. Victor encaissa, sentant sa fierté voler en éclats. Lui, le fils chéri, celui qui avait toujours été porté au nu, se voyait proposer le poste le plus humble de l'entreprise dirigée par sa sœur méprisée. Je ne peux pas accepter. Camille attend de moi un vrai poste, avec un vrai salaire. Nous avons des projets, un mariage à financer. Bien sûr, je comprends. Une femme comme Camille mérite un homme qui réussit, pas un stagiaire au service courrier. La flèche atteignit sa cible. Victor blêmit en reconnaissant dans ses mots l'écho déformé de ce que sa famille pensait de Léa quelques mois plus tôt. Léa se leva, signifiant la fin de l'entretien. Elle était magnifique dans sa victoire, froide et implacable comme une déesse de la vengeance. Tu peux réfléchir à ma proposition. Mes coordonnées n'ont pas changé, enfin, si jamais la famille se souvenait de mon existence. Victor sortit de la salle de réunion comme un homme brisé, laissant derrière lui ses illusions et sa superbe. Dans l'ascenseur qui l'emmenait vers le rez-de-chaussée, il réalisa avec amertume que les rôles venaient de s'inverser définitivement. Restée seule, Léa s'autorisa enfin un sourire de triomphe pur. 10 mois plus tôt, elle était chassée de chez elle comme une paria. Aujourd'hui, c'est son frère qui repartait humilié, la queue entre les jambes. La justice avait parfois le goût exquis de la revanche servie froide. 2 semaines s'écoulèrent dans un silence pesant. Victor était rentré chez ses parents ce fameux jeudi, le visage défait, incapable d'expliquer l'ampleur du bouleversement qu'il venait de vivre. Pendant 3 jours, il avait tourné en rond dans sa chambre d'adolescent, refusant de répondre aux questions insistantes de Roberto et aux appels inquiets de Camille. Puis la vérité avait éclaté comme une bombe. Un collègue de Roberto, qui travaillait dans le milieu des affaires, avait mentionné par hasard le nom de Léa Martinez lors d'un déjeuner professionnel. Une femme remarquable, cette nouvelle directrice de Delacroix. Elle fait sensation dans le milieu. Martinez, ce nom ne vous dit rien? L'onde de choc avait ravagé la famille. Roberto, d'abord incrédule, avait multiplié les recherches sur Internet. Photos dans les magazines économiques, articles élogieux, interviews sur les chaînes spécialisées. Sa fille, celle qu'il avait chassée comme un déchet encombrant, était devenue une figure respectée du monde des affaires parisien. Maria avait pleuré pendant des heures, rongée par la culpabilité. Elle avait toujours su que Léa valait mieux que ce que son mari voulait bien voir, mais elle n'avait jamais eu le courage de s'opposer à lui. Maintenant, face à l'évidence de la réussite de sa fille, elle mesurait l'ampleur de sa lâcheté maternelle. Ce dimanche de novembre, ils avaient débarqué tous les 3 devant l'immeuble haussmannien du 7e arrondissement où vivait désormais Léa. L'adresse avait été facile à trouver, les magazines People adoraient parler de cette jeune dirigeante qui incarnait la réussite féminine moderne. Léa les observait depuis sa fenêtre, un sourire ironique aux lèvres. Elle les avait vus arriver dans la vieille Peugeot familiale, contrastant ridiculement avec les berlines allemandes du quartier. Roberto, engoncé dans son costume du dimanche, Maria crispée sur son sac à main, Victor traînant les pieds comme un condamné marchant vers l'échafaud. Ils s'étaient consultés longuement dans la voiture avant d'oser sonner. Léa avait savouré ces minutes d'hésitation, imaginant leur débat intérieur, leur tentative pathétique pour trouver les mots justes qui effaceraient des mois d'indifférence. Quand la sonnerie retentit enfin, elle attendit une bonne minute avant d'aller ouvrir l'interphone. « Léa, c'est papa. Il faut qu'on parle. » La voix de Roberto tremblait légèrement,
trahissant une nervosité qu'elle ne lui avait jamais connue. Pour la première fois de sa vie, il n'était plus en position de force face à sa fille. « Je ne reçois que sur rendez-vous. Mes secrétaires vous expliqueront la procédure. » Elle raccrocha sans attendre de réponse, retournant à son salon où l'attendaient un thé fumant et les derniers rapports financiers de son entreprise. Par la fenêtre, elle les vit gesticuler devant l'interphone, Roberto appuyant frénétiquement sur le bouton. Au bout de 10 minutes, elle daigna leur rouvrir. « Nous sommes ta famille », s'exclama Roberto avec cette autorité factice qui avait toujours masqué ses faiblesses. « Ma famille ? Curieux, je ne me souviens pas vous avoir vu ces 10 derniers mois. Vous vous êtes peut-être trompé d'adresse. » Ils montèrent néanmoins, le silence de l'ascenseur saturé de tension. L'appartement de Léa les impressionna malgré eux, parquet de Versailles, meubles de designer, œuvres d'art contemporain, vue imprenable sur les Invalides. Chaque détail criait une réussite qu'ils n'avaient jamais imaginée possible. Maria se risqua la première à parler, sa voix brisée par l'émotion. « Ma chérie, nous sommes si fiers de toi. Si nous avions su. » « Si vous aviez su quoi, maman ? Que j'avais du potentiel ? Que j'étais capable de réussir ? » Ces informations étaient pourtant disponibles depuis des années. Roberto tenta de reprendre la main, adoptant le ton paternel qui avait toujours fonctionné autrefois. « Léa, tu es notre fille. Nous avons peut-être commis des erreurs, mais une famille, ça se pardonne tout. » Le rire de Léa résonna dans le salon, cristallin et sans chaleur. « Des erreurs ? Vous appelez ça des erreurs ? M'humilier devant toute la famille, me chasser de chez moi un soir de Noël, m'effacer de votre existence pendant 10 mois ? » Chaque reproche était une gifle méthodiquement administrée. Victor, écrasé par la culpabilité, n'osait même plus lever les yeux. Roberto sentait son assurance s'effriter face à cette femme qu'il ne reconnaissait plus. « Nous voulons réparer, faire amende honorable. Tu es notre réussite, notre fierté. » « Votre fierté ? Il y a 1 an, j'étais votre honte. Qu'est-ce qui a changé ? Ah oui, mon compte en banque. » Le silence qui suivit était lourd de vérités inavouables. Ils savaient tous qu'elle avait touché le cœur du problème. Roberto n'était pas venu par amour paternel retrouvé, mais par intérêt, par orgueil blessé, par calcul social. Quand ils refusèrent de partir malgré ses demandes répétées, Léa décrocha son téléphone fixe. « Police secours ? Je souhaite signaler une violation de domicile. » L'effet fut immédiat. Roberto bondit de son fauteuil, le visage cramoisi. « Tu ne vas pas appeler la police contre ta propre famille. Je vais appeler la police contre des intrus qui refusent de quitter mon domicile. » La suite fut un spectacle d'une délicieuse ironie. L'arrivée des forces de l'ordre, les explications embarrassées de Roberto, les regards curieux des voisins attirés par l'agitation. Maria pleurait silencieusement, Victor fixait ses chaussures, et Roberto, l'homme qui s'était toujours présenté comme un pilier de respectabilité, se retrouvait dans la position humiliante de celui qu'on escorte poliment mais fermement vers la sortie. 1 heure plus tard, seule dans son salon, Léa regardait les photos qui s'affichaient déjà sur les réseaux sociaux. Des voisins avaient filmé la scène, et l'histoire se répandait comme une traînée de poudre, quand une dirigeante appelle la police contre sa famille. Son téléphone vibrait sans arrêt. Messages de soutien, de curiosité, de condamnation aussi. Mais ce qui comptait, c'était le silence assourdissant qui régnait maintenant dans sa vie. Elle avait coupé le dernier lien qui la rattachait à son passé douloureux. Pourtant, dans ce triomphe absolu, quelque chose de subtil avait changé. En voyant le visage défait de sa mère, elle avait ressenti une pointe de quelque chose qu'elle refusait encore de nommer. Et ce quelque chose ressemblait dangereusement à des regrets. Décembre enveloppait Paris de son manteau hivernal quand la vérité explosa comme une grenade dans la vie parfaite de Victor. Cela commença par un appel téléphonique à 3 heures du matin, un numéro inconnu qui réveilla brutalement la maisonnée Martinez. « Monsieur Martinez ? Ici le commissariat du 15e. Nous détenons votre fiancée, Camille Rousseau, dans le cadre d'une enquête pour escroquerie et détournement de fonds. » Victor crut d'abord à une plaisanterie de mauvais goût. Camille, sa parfaite Camille aux manières distinguées et au sourire de porcelaine, arrêtée comme une vulgaire criminelle ? Impossible. Pourtant, les faits étaient têtus.
Camille avait détourné près de 50 000 € des comptes de la société paternelle pour alimenter une addiction aux jeux en ligne que personne n'avait soupçonnée. Pire encore, l'enquête révéla qu'elle entretenait une liaison depuis 6 mois avec un homme plus âgé, un certain Philippe Moreau, propriétaire d'un casino clandestin dans le 16e arrondissement. La femme que Roberto avait présentée comme l'incarnation de la réussite et de la respectabilité s'avérait être une menteuse pathologique et une manipulatrice hors pair. Ses diplômes prestigieux? Falsifiés. Sa famille fortunée? Ruinée depuis des années et vivant d'expédients. Son amour pour Victor? Une comédie soigneusement orchestrée pour s'approcher d'une famille qu'elle croyait aisée. Victor s'effondra littéralement. En quelques heures, son monde parfait s'écroulait comme un château de sable emporté par la marée. L'homme qui avait toujours navigué dans la facilité, porté par l'admiration familiale et l'amour d'une femme idéale, se retrouvait seul face à une réalité qu'il n'avait jamais appris à affronter. Ce qui acheva de le briser, ce fut la découverte des messages échangés entre Camille et son amant. Des mots cruels où elle se moquait de la naïveté de Victor, de sa famille, de petits bourgeois prétentieux, de son manque d'ambition. Elle décrivait avec un cynisme glaçant comment elle avait joué le rôle de la fiancée parfaite pour mieux les exploiter. Roberto, confronté à l'effondrement spectaculaire de ses certitudes, sombra dans un mutisme inquiétant. Celui qui avait toujours tout jugé à l'aune des apparences sociales découvrait amèrement que son flair pour les gens bien était défaillant. Sa fille, qu'il avait méprisée, dirigeait une entreprise prospère, tandis que la perle rare qu'il chérissait s'avérait être une escroc. Victor erra plusieurs jours dans Paris, incapable de rentrer chez lui, de croiser le regard de ses parents, d'affronter les questions des amis qui avaient tous rencontré Camille lors de soirées mondaines. Il dormait dans des hôtels bon marché, noyait son chagrin dans l'alcool, et sombrait peu à peu dans une dépression dont il ne voyait pas l'issue. C'est dans cet état lamentable qu'il se retrouva, un soir de pluie glaciale, devant l'immeuble de Léa. Il avait marché sans but pendant des heures, et ses pas l'avaient machinalement mené vers le seul endroit où il espérait encore trouver une forme de compréhension. Léa l'observa longuement depuis sa fenêtre avant de lui ouvrir. L'homme qui se tenait devant elle n'avait plus rien du frère arrogant qui était venu quémander un emploi quelques mois plus tôt. Cheveux hirsutes, barbe de plusieurs jours, vêtements froissés, regard hagard, Victor ressemblait à un fantôme de lui-même. « Elle m'a détruit, Léa. » Tout était faux, tout était calculé. Sa voix brisée portait une douleur si authentique que Léa sentit malgré elle quelque chose se fissurer dans sa carapace de glace. Elle qui avait tant savouré l'idée de voir son frère chuter découvrait que la vengeance avait un goût plus amer qu'elle ne l'avait imaginé. Pour la première fois depuis des mois, elle laissa Victor entrer chez elle. Il s'effondra sur son canapé de cuir italien, sanglotant comme un enfant perdu. Léa préparait du thé en silence, troublée par cette inversion des rôles qu'elle n'avait pas anticipée. « Je comprends maintenant ce que tu as ressenti cette nuit de Noël, » murmura Victor entre deux sanglots. Cette sensation d'être jugé, pesé, et trouvé indigne. Cette humiliation qui vous dévore de l'intérieur. Léa s'assit en face de lui, et pour la première fois depuis des mois, elle ne voyait plus l'ennemi à abattre mais le petit frère qui avait partagé son enfance. Les souvenirs affluèrent, leurs jeux dans le jardin, leur complicité d'enfant, leur rire partagé avant que la vie d'adulte ne les dresse l'un contre l'autre. Papa s'est enfermé dans sa chambre depuis 3 jours, continua Victor. Il ne mange plus, ne parle plus. Je crois qu'il réalise enfin l'ampleur de ses erreurs. Avec toi, avec moi, avec toute cette histoire. Cette révélation toucha Léa plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Roberto, l'homme de fer qui avait toujours eu réponse à tout, qui jugeait et condamnait sans appel, découvrait sa propre faillibilité. Maxime choisit ce moment pour arriver, clé à la main, visage souriant qui se figea en découvrant Victor. Les deux hommes se mesurèrent du regard, l'un détruit par la vie, l'autre rayonnant de réussite et d'assurance. « Maxime, je te présente Victor, mon frère. » La simplicité de cette présentation surprit tout le monde, y compris Léa elle-même. Pas « mon ancien frère, celui qui m'a trahi », simplement « mon frère ». Comme si, malgré tout, le sang était plus fort que la rancune. Maxime serra la main de Victor avec une courtoisie parfaite, mais Léa perçut dans son regard une interrogation muette. Il connaissait toute l'histoire, savait que cet homme faisait partie de ceux qui l'avaient blessé. Cette nuit-là,
Victor dormit sur le canapé de sa sœur, pour la première fois depuis des mois en sécurité dans un environnement qui ne le jugeait pas. Léa resta longtemps éveillée, troublée par cette soirée qui avait fissuré ses certitudes. Elle avait voulu la chute de sa famille, et maintenant qu'elle l'obtenait, elle découvrait que la vengeance parfaite avait le goût amer des victoires à la Pirou. Dans l'obscurité de sa chambre, elle entendait les sanglots étouffés de Victor et comprenait que certaines blessures, une fois infligées, ne pouvaient plus être reprises. Février apportait avec lui un froid mordant et une nouvelle qui allait bouleverser l'équilibre fragile que Léa avait réussi à construire. Victor, qui vivait désormais dans un petit studio qu'elle lui avait aidé à trouver, franchit le seuil de son bureau avec un visage défait qu'elle ne lui connaissait pas encore. « Léa, papa est malade. Très malade. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Cancer des poumons, stade avancé, diagnostic implacable des médecins de l'hôpital Saint-Louis. Roberto Martinez, l'homme qui avait toujours semblé invincible dans sa brutalité et ses certitudes, se trouvait confronté à un ennemi contre lequel son orgueil ne pouvait rien. Les médecins parlent de chimiothérapie lourde, d'interventions coûteuses. L'assurance maladie ne couvre qu'une partie des frais. Papa voudrait te voir. Léa accueillit cette révélation dans un silence troublant. Une partie d'elle savourait cette justice immanente, celui qui l'avait détruite par ses mots venimeux était à son tour détruit par la maladie. Mais une autre partie, plus profonde et plus douloureuse, ressentait quelque chose qu'elle refusait encore de nommer, de la compassion pour l'homme qui l'avait mise au monde. Ce soir-là, Maxime la trouva debout devant les baies vitrées de leur appartement, fixant Paris illuminé sans le voir vraiment. Depuis leur mariage civil au mois de janvier, cérémonie intime où seuls Victor et quelques proches avaient été conviés, il avait appris à décrypter les silences de sa femme. « Il te demande de l'aide financière ?» La question était directe, sans jugement. Maxime connaissait l'histoire dans ses moindres détails, savait les blessures que Roberto avait infligées à sa fille. Pas directement. Mais Victor m'a parlé des coûts des traitements. 50 000 €, peut-être plus. Elle se tourna vers lui, et Maxime fut frappé par la vulnérabilité qu'elle tentait de dissimuler sous son masque d'impassibilité. « Tu sais ce qui me hante ? J'ai les moyens de le sauver, et cette réalité me rend folle. Si je refuse, je deviens celle qui laisse mourir son père par vengeance. Si j'accepte, je trahis la femme brisée qui a marché dans la neige un soir de décembre. » Maxime s'approcha d'elle, la prit dans ses bras avec cette tendresse qui avait guéri tant de ses blessures. « Il y a 3 ans, mes parents sont venus me voir. Mon père était ruiné, sa société d'investissement avait fait faillite. Il voulait que je l'aide à redresser ses affaires. » Léa leva les yeux vers lui, surprise par cette confidence qu'il n'avait jamais partagée. « Je l'ai aidé. Non pas par amour filial retrouvé, mais parce que j'ai compris que ma liberté véritable passerait par ce geste. En l'aidant, je cessais d'être définie par ma rancune contre lui. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Léa. 3 jours plus tard, elle franchissait pour la première fois depuis des mois le seuil de la maison familiale. L'endroit lui sembla étrangement rapetissé, comme si sa réussite avait réduit proportionnellement l'importance de ce lieu qui avait été son univers pendant des décennies. Roberto l'attendait dans le salon, et le choc fut brutal. L'homme imposant qui terrorisait jadis la maisonnée n'était plus qu'une ombre de lui-même. Amaigri, le teint cireux, les yeux creusés par la maladie et les remords, il incarnait la fragilité humaine dans ce qu'elle a de plus poignant. Maria se tenait à ses côtés, vieillie de 10 ans en quelques mois. Ses mains tremblaient légèrement quand elle servit le café, et Léa remarqua qu'elle avait préparé les petits gâteaux que sa fille adorait enfant. « Léa !» La voix de Roberto n'était plus qu'un murmure rauque. Il tentait de retrouver cette autorité qui avait été sa marque de fabriquer, mais les mots s'étranglaient dans sa gorge malade. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que j'ai été. » Il s'interrompit, submergé par une quinte de tout qui révélait l'avancée impitoyable du mal. Maria se précipita avec un verre d'eau, et Léa fut frappée par la tendresse de ce geste, par l'amour qui survivait malgré tout aux erreurs et aux blessures. « J'ai été un père indigne. Un homme aveuglé par son orgueil et ses préjugés. Tu étais exceptionnel, et je n'ai su voir que mes propres frustrations. » Chaque mot était arraché à sa fierté blessée, chaque aveu un pas de plus vers une rédemption qu'il n'était pas sûr de mériter. « Je ne te demande pas de me pardonner.
Je te demande juste de me laisser partir en paix, en sachant que ma fille aînée ne me déteste plus. Le silence qui suivit fut chargé d'une intensité émotionnelle que les murs de cette maison n'avaient jamais connue. Léa regardait cet homme brisé qui avait été son bourreau et réalisait que la haine qu'elle avait nourrie pendant des mois était en train de se transformer en quelque chose de plus complexe, de plus libérateur. « Papa, je vais payer tes soins. »« Tous tes soins. » Les mots sortirent de sa bouche avant même qu'elle ait eu le temps de les peser. Roberto éclata en sanglots, ces larmes d'homme qu'il avait retenues toute sa vie et qui jaillissaient enfin comme un barrage qui cède. « Ma fille, ma fille. » Pour la première fois depuis l'enfance, Léa laissa son père la prendre dans ses bras. Elle sentit contre sa joue la peau parcheminée, respira l'odeur de médicaments qui imprégnait maintenant ses vêtements, et comprit que le pardon n'était pas un cadeau qu'elle lui faisait, mais une libération qu'elle s'offrait à elle-même. En repartant ce soir-là, elle se retourna une dernière fois vers la maison familiale. La petite fille blessée qui en était sortie un soir de décembre était définitivement morte. À sa place se tenait une femme qui avait choisi la force du pardon sur la faiblesse de la rancune. Un an plus tard, le château de Fontainebleau scintillait sous un soleil de juin triomphant. Léa et Maxime avaient choisi ce lieu chargé d'histoire pour célébrer leur union religieuse, loin des fastes ostentatoires qu'ils auraient pu s'offrir. Seuls étaient présents ceux qui comptaient vraiment, quelques amis fidèles, les collaborateurs les plus proches, et une famille martinaise enfin réconciliée avec elle-même. Roberto, amaigri mais rayonnant dans son costume sombre, s'apprêtait à accompagner sa fille à l'hôtel. Les traitements avaient été longs et éprouvants, mais ils avaient porté leurs fruits. Le cancer était en rémission, et avec lui, les dernières traces de l'homme orgueilleux et amer qu'il avait été. La maladie l'avait transformé autant que guéri, révélant une humanité qu'il avait longtemps enfouie sous ses certitudes brutales. « Tu es magnifique, ma fille. » Sa voix portait une émotion qu'elle ne lui avait jamais connue. Dans ses yeux brillaient des larmes de fierté authentique, bien différentes de l'orgueil social qui l'animait autrefois. Il tenait le bras de Léa avec une délicatesse presque religieuse, comme s'il mesurait enfin la valeur du trésor qu'il avait failli perdre. Victor, témoin de sa sœur, avait retrouvé une sérénité que personne n'aurait cru possible après l'effondrement de sa vie parfaite. Il avait repris des études de psychologie, travaillait à mi-temps dans un centre d'aide aux victimes d'escroqueries sentimentales, et cultivait une humilité nouvelle née de ses propres blessures. Son regard croisa celui de Léa, et ils échangèrent un sourire complice qui effaçait définitivement les années de rivalité et de malentendu. Maria pleurait silencieusement dans le premier rang, ses mains jointes serrant un mouchoir de dentelle. Elle qui avait si longtemps étouffé sa voix sous l'autorité de son mari rayonnait enfin d'un bonheur libéré. Ses filles, car elle osait enfin employer ce pluriel, étaient toutes deux épanouies, et la famille qu'elle avait cru à jamais brisée se reconstituait sous une forme plus belle et plus vraie. Maxime attendait au pied de l'autel, élégant dans sa simplicité, le regard ancré dans celui de la femme qui avait transformé sa propre existence. Leur amour, né de la compréhension mutuelle de la douleur, avait mûri dans la complicité professionnelle avant de s'épanouir dans une tendresse profonde qui les étonnait encore. La cérémonie fut d'une beauté sobre et émouvante. Quand Roberto prononça les mots traditionnels « Je vous confie ma fille », sa voix se brisa. Cette fois, contrairement au Noël funeste de 2 ans plus tôt, il remettait Léa à un homme qui saurait la chérir pour ce qu'elle était vraiment. Le discours de Roberto lors du dîner stupéfia l'assemblée par sa sincérité désarmante. « Il y a 2 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai chassé ma fille parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que je m'étais faite du succès. Aujourd'hui, je mesure que le vrai succès, c'est d'avoir élevé une femme capable de pardonner à celui qui l'a blessée, capable de transformer ses cicatrices en force, capable d'aimer malgré tout. » Ces mots résonnèrent dans le silence ému de la salle. Maxime serra la main de Léa sous la table, et elle sentit dans ce geste toute la fierté qu'il éprouvait pour elle. 6 mois plus tard, l'appartement parisien du couple résonnait d'une nouveauté bouleversante, les premiers cris d'Esperanza Beaumont-Martinez, ainsi nommée en hommage à l'arrière-grand-mère qui avait toujours cru en Léa. Roberto, devenu grand-père gâteau, passait des heures à bercer sa petite fille, murmurant des comptines espagnoles avec une tendresse qui réparait rétroactivement tant d'années d'incompréhension. L'empire professionnel de Léa continuait de croître. Delacroix et Associés était devenu une référence dans le conseil en ressources humaines, et sa fondation, Renaissance, aidait chaque année des centaines de jeunes femmes rejetées par leur famille à reconstruire leur vie.
Chaque histoire qu'elle accompagnait lui rappelait son propre parcours et renforçait sa conviction que les plus grandes chutes peuvent mener aux plus belles élévations. Ce soir de décembre, exactement 3 ans après la nuit qui avait tout changé, Léa se tenait dans son bureau panoramique, Esperanza endormie contre son épaule. Paris s'étendait à ses pieds, scintillant de mille feux comme un écrin de promesses infinies. Les cloches de Notre-Dame sonnaient 6 heures, et leur carillon la ramena à cette nuit glaciale où elle avait marché seule dans les rues, le cœur brisé et l'avenir incertain. Maxime entra silencieusement, posa ses mains sur ses épaules, et contempla avec elle cette ville qui avait été témoin de leur renaissance. « À quoi penses-tu ? » ?»« Je pense à cette petite fille qui naît dans mes bras. Je me dis qu'elle grandira dans l'amour inconditionnel, qu'elle ne connaîtra jamais le rejet familial, qu'elle apprendra dès le plus jeune âge que sa valeur ne dépend de personne d'autre que d'elle-même. » Elle se tourna vers lui, et dans ses yeux brillait cette sérénité que seuls possèdent ceux qui ont traversé l'enfer et choisi d'en faire un tremplin vers le bonheur. Je pense aussi que parfois, les plus belles histoires commencent par les fins les plus douloureuses. Dehors, la neige recommençait à tomber sur Paris, mais cette fois, Léa la regardait depuis la chaleur de son foyer, entourée de l'amour qu'elle avait su conquérir et mériter. L'héritage du silence était devenu une symphonie de bonheur, et la petite fille blessée avait définitivement cédé la place à la femme accomplie qu'elle était destinée à devenir. Dans le silence ouaté de cette soirée parfaite, Esperanza gazouilla doucement, comme si elle approuvait déjà l'héritage d'amour et de force que sa mère lui léguait.